Bonjour et bienvenue dans ce bookcast, un gros bookcast. Alors je vais sûrement essayer d'aller très vite parce que je suis désolée mais il y en a beaucoup. C'est un bookcast roman policier thriller. Juste une petite parenthèse, j'ai un compte TikTok, je fais quelques vidéos, des vidéos style TikTok, hein, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais là sur YouTube. Donc vous pouvez aller jeter un oeil, ça s'appelle La Minute Mad. Si vous avez un compte TikTok, allez me voir, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, puis dites-moi coucou, je viens de YouTube, etc. Donc vite fait, hein, parce que j'en ai beaucoup. Les policiers thrillers que j'ai lus, on va dire septembre-octobre et un peu novembre. Je commence par La Saignée de Cédric Cyr aux éditions du Livre de Poche. De Cédric Cyr, j'avais lu que De fièvre et de sang. Hein, c'était un thriller fantastique. Et là, c'est du pur thriller, du thriller un peu gore. Je veux dire techno-thriller psychologique. Vous avez vu, hein, cet été, j'ai lu tous les Charles Cohen-Bell, et donc j'étais un petit peu en manque. Et ce roman-là, c'était vraiment le bienvenu parce qu'on est vraiment dans la même ambiance. Ça vous donne le ton un petit peu de La Saignée. On est avec Estelle, qui est une ancienne championne de boxe. Elle est aussi ancienne flic. Puis elle a fait une soi-disant bavure, ça l'a exclue de la police, et elle est devenue garde du corps. Alors psychologiquement, elle va pas bien du tout. Elle pense que tout ce qu'elle sait faire de bien, c'est se battre. Et puis donc après avoir été virée de sa boîte, elle est embauchée comme garde du corps par un écrivain à succès pour assurer pas sa propre sécurité, mais celle de sa femme. C'est écrivain. Et le problème, c'est que cette femme, elle se suicide dès l'arrivée de la garde du corps. Pim, alors la pauvre, complètement dévastée. Et alors son nouveau patron, hein, l'écrivain, il la couvre pour pas qu'on pense qu'elle a à nouveau commis une bavure. Et le problème, c'est que désormais, elle peut plus démissionner sans risquer d'être dénoncée. Voilà, elle a mis le doigt là où il fallait pas, et tant pis pas. Et donc, d'un autre côté, on se retrouve à Marseille avec un policier investigateur en cybercriminalité qui s'appelle Quentin Falconier, et il aide ses collègues à choper un trafiquant d'armes qui se révèle être aussi un cybersadique. Il se balade sur le dark web, le cybersadique. Il va sur une sorte de site qui s'appelle La Saignée, et La Saignée, ça se réfère à une Red Room. Red Room, c'est une salle de torture, entre guillemets, où il y a des gens qui payent en bitcoin pour torturer ou tuer des gens, voilà, tout va bien. Et donc les cybersadiques, là, ils tuent par procuration, entre guillemets. Et il y a deux histoires. Est-ce qu'il y a un lien entre ces scènes de torture et l'ex-championne de boxe? Parce qu'à un moment donné, je ne vous raconte pas comment, mais on découvre qu'il y a peut-être un lien. Voilà, donc c'est tout ce que je vous dirai sur l'histoire. En gros, les chapitres sont super courts, ça rend le roman très dynamique, très addictif, et puis on change aussi souvent de point de vue. On a celui d'Estelle, celui de Quentin, une autre flic de Versailles qui s'appelle Delphine, tout ça, et ça permet de suivre l'affaire par tous les bouts. Et donc on surfe un petit peu dans le milieu sadique du dark web, hein, puis aussi dans les milieux machistes, pervers narcissiques de la vie réelle, parce que tout va bien pour les femmes. Donc voilà, la violence faite aux femmes, c'est un des sujets importants de ce livre. Et puis le personnage d'Estelle, hein, avec ses points et puis ses techniques ultra maîtrisées du combat rapproché, et elle fait un peu exception à ça. Elle en met plein la face à n'importe qui tente de lui faire à l'envers. C'est un personnage assez troublant, Estelle. J'étais contente de m'apercevoir que j'avais deviné pas mal de choses dans l'intrigue, mais j'ai été encore plus contente quand je me suis aperçue que finalement, l'auteur, il a réussi à me surprendre au final, quoi. Et oui. Donc j'ai pas été frustrée du tout, ni d'avoir tout deviné, ni d'avoir rien vu venir. J'aime bien quand j'ai un petit mélange comme ça de « Ah, je suis pas si bête que ça finalement », mais en fait, il a quand même réussi à m'avoir. Et donc c'était vraiment un juste équilibre. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'Empate fait pas de velours de Claude Pic. C'est en auto-édition. On se retrouve dans... Alors, c'est un personnage qui était déjà apparu dans un autre roman. Il s'appelle Georges Marchais. C'est un ancien postier, bizarrement, qui s'est trouvé un don d'empathe, mais vraiment exacerbé, quoi. Il ressent les choses, mais fois 20 millions, quoi. Et maintenant, il est auxiliaire de police, c'est-à-dire qu'il aide la police dans certaines enquêtes pour ressentir les émotions fortes laissées pendant les crimes. C'est un petit peu un don de super-héros. Ce mec-là, il a pas une vie banale non plus, hein, parce qu'il garde le fils de son ex-femme, mais c'est pas son fils à lui, c'est vraiment le fils de son ex-femme. Et puis les missions données par sa commandante du commissariat du 4e arrondissement sont un peu particulières aussi, parce qu'il débarque dans le truc, dans les missions, dans les affaires, et il doit essayer de ressentir les choses. Et il doit là maintenant aider sur une enquête assez étrange, parce qu'on a un ex-champion de natation, qui est aussi pickpocket, qui est aussi coltineur sur les marchés, qui est retrouvé noyé dans un canal, à 3 mètres de profondeur. Donc le mec qui était champion de natation, il se retrouve tout au fond de l'eau. On va suivre ce personnage, hein, Georges, il surette. Voilà, c'est vraiment un limier dans le sens comme les chiens qui font. Et lui il va faire un peu pareil. Sauf qu'il ne croise pas tant de chiens que ça, il croise un chat particulier. On retrouve pas mal un chat, celui qu'on voit sur la couverture peut-être.
d'où le titre aussi, on fait pas de vélo. Et donc il va parcourir Paris, ou en tout cas les quartiers autour du crime, à la recherche de sensations, d'émotions, etc. Alors c'est super court, hein, c'est quasiment une nouvelle. Alors l'enquête, elle a rien d'exceptionnel, hein, il n'y a pas de déduction à la Sherlock Holmes, pas de police scientifique, tout ça, mais juste du ressenti. Et c'est un point de vue assez original en fait. Et c'est écrit dans un langage un peu goguenard, tu sais, avec une légère gouaille comme ça, qui rappelle des polars noirs, les tontons flingueurs, tout ça. Et puis ça nous fait visiter Paris, les monuments, les ambiances, tout ça. Donc c'était rigolo. Ensuite, je passe à un autre Franck Tillier. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de Franck Tillier, qui s'appelle Fracture chez Pocket. C'est un thriller psychologique, hein, pur et dur, du Tillier, quoi. Il n'y a pas d'enquête policière à proprement parler, mais il y a une sorte de recherche de vérité, avec des souvenirs atroces, des meurtres, une santé mentale défaillante, des secrets de famille, tout ça. C'est les sujets favoris de Tillier, hein. Donc on est avec Alice, c'est la fille d'un ancien grand reporter. Il a été traumatisé au Liban juste avant la naissance de sa fille. Et ensuite, quand il revient en France, il se replie sur lui-même, il la surprotège. Donc puis à 25 ans, Alice, on peut plus, elle décide d'aller voir un psy, parce qu'elle a beaucoup de phobies, elle fait des cauchemars, elle a des absences qui peuvent durer plusieurs jours comme ça, donc elle en peut plus. Elle devient adulte, donc il faut qu'elle s'en sorte. Pendant une séance assez particulière, ou assez intense, elle s'enfuit, elle quitte le cabinet, enfin elle était dans une sorte de laboratoire pour étudier son cerveau. Elle s'enfuit et c'est le gros trou noir. Mais depuis ce trou noir, la vérité va commencer à surgir. Et avec elle, des choses pas très reluisantes vont voir le jour. Alors ça va être compliqué, je vais pas pouvoir vous en parler trop, parce que ça risque de gâcher toute l'intrigue. Et pour avoir lu quasiment tous les Tilly avant, j'avais à peu près compris le mécanisme de ce roman-là. Mais l'auteur, il a quand même réussi à me surprendre à la fin. C'est quand même très fort. Et puis donc à la fin, on peut poursuivre la lecture sur la vie d'Alice, au-delà du livre, parce qu'il y a une sorte de blog qui a été fait comme si c'était Alice qui écrivait le blog en fait. Voilà. Alors je sais pas si c'est fait exprès, hein, parce que il y a le prénom d'Alice et donc de sa sœur Dorothée qui m'ont rappelé l'Alice d'Au Pays des Merveilles et la Dorothée du Magicien d'Oz. Je sais pas si c'est fait exprès. Et les noms de certains personnages aussi, à mon avis, sont choisis pour des bonnes raisons, de Anne, Broca, tout ça, des gens qui sont liés au cerveau. Et donc voilà, c'est un roman 100% Tillier, allez-y, foncez, si vous aimez Tillier, parfait. Ensuite j'ai lu un roman qui est sorti là récemment, fin septembre je crois, au début octobre, qui s'appelle Paysage trompeur de Marc Duguin, chez Gallimard, et c'est dans la collection Espionnage, et c'est effectivement du pur roman d'espionnage, hein. Voilà, je vous explique un petit peu. Là, ce qu'on vit, ce qu'on voit, là, ce que la population lambda vit, moi je me considère comme population lambda, hein. En fait, c'est que du leurre, c'est de la poudre aux yeux. On vit dans un monde parallèle à celui des sphères décideuses, vous savez, les gouvernements, tout ça, et de ceux qui les renseignent, les agences de renseignement, les services secrets, tout. Alors, c'est pas un roman de science-fiction, hein, quand je parle de monde parallèle, là, c'est parce qu'il se passe des choses complètement ahurissantes, dont on n'a pas vraiment conscience, ou alors on veut pas en avoir conscience, on ne veut pas. Donc, ce roman, ça raconte une intrigue totalement captivante. Mais c'est surtout un texte qui lève le voile sur des enjeux géopolitiques, stratégiques, économiques de notre monde actuel. C'était plutôt celui de Trump, mais finalement ça change pas grand chose. Donc on a Ben, qui est un agent du renseignement français et qui participe au sauvetage d'otages en Afrique. C'est un fiasco total, sûrement à cause de lui, à cause de Ben. Et il décide de se faire un petit peu oublier, hein. Il va pas rentrer en France, il va rester là. Et le souci, c'est que en France, comme Ben n'est pas revenu, il pense qu'il est mort. Voilà. Donc son meilleur ami, qui est un journaliste d'investigation, il nous raconte un peu l'après Ben. Et aussi l'avant, leur rencontre. C'était une rencontre un peu rude quand même. C'est suite à un événement tragique dont je ne vais pas vous parler, parce que ça fait partie un petit peu de l'histoire. Et voilà. Et l'après, en fait, l'après Ben, c'est tout aussi passionnant. C'est une histoire d'espionnage, de braquage, comme dans les gros films. Voilà. Et il y a un but complètement énorme dont je ne peux pas vous parler parce que ça gâcherait tout. Et quand on se dit que c'est basé sur des choses réelles, ça fait super peur. C'est un roman d'envergure internationale, donc France, Russie, Israël, Maroc, USA, Iran, tout ça. Donc comme je disais, hein, il y a certains faits réels qui ont inspiré l'intrigue. On ne sait pas exactement lesquels, mais ça reste flippant quand même, parce qu'on se doute bien que la réalité est pire que la fiction. C'est un roman qui dénonce sévèrement les pseudo-démocraties, l'oligarchie, la kleptocratie, tout ça. Et puis on a aussi, par rapport au roman d'espionnage classique, on a aussi ce nouvel enjeu qui est un enjeu écologique et climatique et qui est très important aussi maintenant. Et je vais passer à un autre type de thriller. C'est De nulle part de Claire Favant aux éditions HarperCollins, thriller psychologique.
Jusqu'à présent, dans les romans de Claire Favant, j'ai toujours trouvé que les personnages avaient des enfances très compliquées. Et puis là, ça ne change pas. On suit Antoine. C'est un jeune homme multi-orphelin, on va dire. Il est baladé de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et il a un frère jumeau. Ils ont été séparés à la naissance. Ce frère jumeau s'appelle Raphaël. Mais il ne le sait pas. Aucun des deux ne sait de grandit en sachant qu'il a un frère jumeau. Et Antoine s'en rend compte quand il a un peu plus de 20 ans. Et comment il s'en rend compte? C'est parce que Raphaël, il débarque chez lui. Et il lui propose un deal qui paie bien parce que Antoine, il est super pauvre, hein, il vient de foyer, il a une bourse, il est étudiant, c'est compliqué. Et Raphaël, lui, il a été adopté par un couple super riche, donc ça va, il a trop les moyens. Et il y a une sorte d'énorme contraste entre les deux. Et donc la mission que lui confie Raphaël, ça va peut-être le sortir un peu de la galère. Hein, ou pas. Donc ça c'est un thriller, il y a des fois j'arrivais pas à dormir le soir parce que je voulais connaître la suite. Donc je remettais la lumière et je lisais, hein, ça tient un haleine, mais vraiment tu peux pas le lâcher quoi. Tu veux savoir jusqu'où Antoine est prêt à aller pour s'en sortir. Alors le début du roman, ça fait presque journalistique, c'est un peu comme une immersion dans le monde de l'assistance sociale, tu vois. Alors assistance sociale, assistance, c'est un bien grand mot, hein. Voilà, parce que ça dénonce quand même pas mal de choses qui sont réelles. C'est surtout ça qui fait peur, quoi. On est au 21e siècle et on en est encore là, quoi. Bref, les misérables, tout ça, c'est horrible. C'est vraiment un monde horrible. C'est une fabrique à délinquance et une véritable aubaine pour les pervers. Non, ça fait vraiment froid dans le dos. Mais en fait, ensuite, très vite, on est embarqué dans l'intrigue, dans l'engrenage et tout ça, et après c'est parti, quoi. On a aussi une très forte présence de la musique. Elle accompagne beaucoup les personnages, un peu de façon synchronistique, comme si il y avait un écho entre les musiques qu'ils entendaient et ce qu'ils vivaient. Et puis voilà. Donc ensuite, je passe à La Nuit de l'Ogre, qui est aussi un thriller. C'est la suite du Jour du Chien, toujours de Patrick Bohen, aux éditions Livre de Poche. Alors on peut lire les deux séparément, hein. C'est une suite sans être une suite, c'est les personnages principaux qui reviennent surtout. Mais bon, ça serait dommage, vaut mieux les lire dans l'ordre, hein. Moi je préfère toujours les lire dans l'ordre. Donc Le Jour du Chien, ensuite La Nuit de l'Ogre, et il y en a un troisième, c'est L'Heure du Diable, je crois, que j'ai pas encore lu mais que je vais lire bientôt. Donc ça reprend une bonne partie des personnages, comme je disais, et c'est une nouvelle affaire bien morbide. On a une jeune femme qui rentre dans la voiture de Chris Kovac, le personnage principal, hein, qui est urgentiste, alors qu'il sort du boulot et tout, et veut qu'elle l'emmène et tout, puis à un moment, un feu rouge, elle se barre, et elle laisse un sac dans la voiture avec une tête coupée dans un bocal à l'intérieur du sac. Donc Chris Kovac, il est un peu perplexe, c'est qui cette fille, c'est quoi ce sac, pourquoi il y a une tête coupée dedans, enfin bref. Et il y a aussi d'un autre côté son ex, qui était sa nouvelle petite copine dans le tome 1, qui est devenue son ex dans le tome 2, hein, c'est Audrey. Et elle a complètement changé de métier, elle est devenue lieutenant de police. Ça m'a un peu déroutée, elle était magistrate je crois. Et elle a rejoint l'équipe du flic qui enquêtait dans le tome 1. Et elle est sur une affaire d'agression dans le métro, parce qu'il y a une jeune femme qui a été retrouvée inconsciente, rongée par les rats, tout va bien. Et il se retrouve que, évidemment, les deux affaires sont liées, et Kovac, en bonne tête de mule, il va tenter d'éclaircir l'histoire de la tête coupée et de retrouver la jeune fille, qui est finalement disparue, hein, tout seul. Et, attention, spoiler, tome 1, le chien qu'il y avait dans le tome 1, on s'aperçoit qu'il rôde toujours. Voilà. Alors j'avoue que j'avais préféré le premier tome. Là, Chris Kovac, il m'a semblé un petit peu plus antipathique. Et puis, comme je disais, le changement de profession d'Audrey, ça m'a paru un peu improbable. On a aussi la surveillante de Chris Kovac, la surveillante à l'hôpital, Greta. Alors elle aussi, son comportement a complètement changé. Alors c'est pour le bien de l'histoire, hein, et puis dans la réalité aussi, hein, les gens évoluent, les gens changent, ils sont jamais exactement comme on pense qu'ils sont, etc. Bon, voilà. Bon, moi ça m'a un petit peu dérouté, mais... Et puis j'ai été aussi gênée pas mal, surtout dans les dialogues, par l'inversion du sujet. Dis, je fais, je lis, Alors, de temps en temps ça va, mais des fois c'est un peu lourd. Dans un thriller, c'est un peu lourd. Voilà, non, mais bon, j'ai été quand même embarquée, hein, dans l'aventure. Ça parle aussi de société occulte, vous savez, les fraternités, ça parle de passages secrets, de souterrains. Un peu dans le tome 1 aussi, hein, il y avait ça aussi, il y avait les catacombes et tout ça, le métro. Mais là, c'est d'autres passages secrets. Voilà, on a aussi beaucoup de flashbacks, tout ça. Et donc, on en apprend un peu plus sur le fameux chien du tome 1. Et donc, bien sûr, je lirai le tome 3, qui est L'Heure du Diable. Ensuite, je vais passer à un roman qui est sorti début octobre qui s'appelle L'Aigle Noir de Jacques Saucé aux éditions Fleuve Noir. Et on est avec Paul Kessler, qui est un flic à la retraite. Il a un passé un peu hard. Mais justement, ce passé-là va le mettre en première position pour être mis sur officieusement, hein, il n'est pas réembauché ni rien, mais on l'embauche,
pour une sorte de contre-enquête. On a un père de famille dans le sud de la France. Son fils est mort quelques mois auparavant dans un accident d'hélicoptère. Et le père n'y croit pas, quoi. C'est pas un accident, l'hélicoptère était nickel, lui c'était un pilote hors pair, il peut pas s'être planté comme ça, c'est pas possible. Donc il embauche, entre guillemets, Paul pour contre-enquêter, pour faire rouvrir l'enquête peut-être. Et Paul est un peu assez persuasif parce que la police sur place va finir par se poser des questions. Et sur place, c'est quoi? C'est où? C'est à La Réunion, donc c'est toujours en France, mais beaucoup plus loin. Et donc Paul va à La Réunion, il va essayer de mettre son nez un petit peu partout. Il habite dans la maison du jeune pilote. Et il va enquêter plutôt discrètement, mais le souci c'est qu'il y a d'autres morts suspectes qui vont joncher son parcours et son enquête. Et ça, la police, ça l'intrigue aussi, parce que elle se dit mince, le gars, il arrive, il se pointe, et puis il y a des morts partout. Alors ce thriller, c'est comme une enquête multiple. Il y a des affaires qui semblent sans lien, mais qui le sont très certainement. Parce que bon, c'est une île, elle n'est pas si grande. Hein, et autant de morts comme ça, c'est pas forcément une coïncidence. Donc, est-ce que la mort de ce jeune homme il y a quelques mois est liée au meurtre assez récent là, qui change le parcours de Paul? C'est fort possible. C'est un thriller des paysans. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai lu, je l'ai emmené avec moi quand je suis allée à la Réunion. Comme ça, j'étais vraiment immergée, j'avais les paysages et tout ça. Mais c'est des paysans quand même, hein, parce que forcément, c'est la Réunion. Donc quand t'habites pas à la Réunion, c'est des paysans. C'est aussi un roman terrifiant. Ça dévoile une affaire totalement cauchemardesque. Je vous dis pas quoi, parce que ça risque de spoiler un petit peu. Mais c'est des choses qui arrivent tellement trop souvent, quoi. Je peux pas vous en parler. Est-ce que je peux? Je sais pas. Je sais pas, je peux pas vous en parler. Je vous dis pas de quoi ça retourne. On va parler d'un... Si je peux vous dire, ça parle d'un sorcier, une sorte de sorcier chaman, qui crée une secte, ça je peux vous le dire. Mais je vous dis pas ce que fait cette secte. C'est horrible. Voilà, donc c'est un vrai page turner, c'est addictif, c'est dynamique. Et donc Ah oui, si je peux vous dire ça, parce que le titre le dit, mais il faut être au courant. C'est un rapport avec la chanson de Barbara, l'Aigle Noir. Et si vous savez de quoi parle réellement l'Aigle Noir, et vous saurez de quoi parle le roman de Jacques Sausset. Voilà. Et on va finir cette session sur les polar thrillers avec le dernier, je l'ai lu là début novembre. Une écharpe dans la neige de Vivek Casten, chez Albin Michel. Vivek Casten, elle a fait pas mal d'autres thrillers qui étaient des séries avec des enquêteurs récurrents. Là, c'est une nouvelle série. Enfin, c'est le début en tout cas, une nouvelle série. C'est un roman policier thriller, ça se passe en Suède et c'est super efficace. Donc il y a des nouveaux personnages, on est avec Anna Allander, je parle pas suédois, j'espère que je vais bien prononcer les noms, qui est flic à Stockholm et elle est mise au placard parce que elle a mis son nez dans une affaire où était impliqué un collègue flic. Voilà. Et elle va aider, pendant qu'elle s'est mise un petit peu au vert, mais au blanc parce que c'est dans la neige, on va dire au blanc. Elle va aider l'inspecteur Daniel Lindskog, voilà, qui lui est plutôt établi à Aar en ce moment, sur une affaire de disparition inquiétante. On a la jeune Amanda qui a 18 ans, en sortant d'une fête entre lycéens, elle a disparu quelques jours avant Noël. Et donc un peu plus tard, son écharpe est retrouvée sur un parking dans la neige, d'où le titre. Et comme eux, il fait très très froid là-bas, la température c'est à peu près -20, hein, on est en décembre 2019, et donc les chances de la retrouver, si elle est tombée dans la neige, si elle s'est perdue, si elle s'est blessée, sont assez minces, donc il faut vite la retrouver. Je vous dis pas la suite, hein, parce qu'il se passe beaucoup d'autres choses. C'est pas qu'une disparition inquiétante, il y a plein de choses, il y a une enquête en fait où ils vont interroger les témoins, ils vont essayer d'en savoir plus sur les personnes qui entourent cette jeune fille, ils vont déterrer certains trucs, bref. C'est un thriller super efficace parce que on est tout de suite happé dans l'intrigue, les chapitres sont super courts, et plus on s'approche de la résolution, plus ils sont courts. Et ça donne vraiment un super rythme au roman. Et puis on a aussi les personnages, on parle un petit peu de leur vie personnelle. Alors ça alourdit pas du tout l'intrigue, mais ça donne un petit peu de corps quand même. Et puis c'est un bon point de départ pour une nouvelle série. J'ai bien accroché à eux en fait, et puis même les personnages secondaires sont assez sympas. Et puis on est un peu aussi dépaysé, hein, quand comme moi on n'habite pas ni à la montagne, ni en Suède. C'est des paysages complètement blancs, les gens se déplacent en scooter, enfin bref, c'était sympa, j'ai bien aimé. Donc voilà, parmi tous ceux que je vous ai montrés là, tous ces thrillers, romans policiers, lequel vous tente le plus? Sur ce, bonne lecture!